Le soleil d'automne filtrait à travers les rideaux de dentelle de la chambre d'Amélie Dufresne, projetant des motifs dansants sur le papier peint à fleurs. C'était le jour de son 8e anniversaire, et la maison familiale dans le 7e arrondissement de Paris bourdonnait d'excitation. Amélie, une petite fille aux boucles châtaines et aux yeux vifs couleur noisette, attendait impatiemment l'arrivée de sa grand-mère, mamie Elisabeth, qui promettait toujours les cadeaux les plus mystérieux. La sonnette retentit, et Amélie dévala l'escalier en colimaçon, ses chaussettes glissant sur le parquet ciré. « Mamie !» s'écria-t-elle en se jetant dans les bras de la vieille dame aux cheveux argentés. Elisabeth Dufresne, ancienne antiquaire à la silhouette élégante malgré ses 75 ans, sourit tendrement. « Ma petite étoile, j'ai quelque chose de très spécial pour toi aujourd'hui. » Elle sortit de son sac une boîte rectangulaire enveloppée de papier craft et nouée d'une ficelle brunie par le temps. Je l'ai trouvée dans une brocante près de Montmartre. Le vendeur m'a assuré qu'elle attendait une nouvelle propriétaire, une petite fille spéciale. Les parents d'Amélie, Catherine et François, échangèrent un regard inquiet. Catherine murmura à son mari, « Maman et ses trouvailles vintage, j'espère que ce n'est pas encore un de ces objets bizarres. » Amélie, ignorant les réserves de ses parents, défit délicatement l'emballage. À l'intérieur se trouvait une poupée de porcelaine d'une beauté saisissante. Vêtue d'une robe de velours bleu nuit brodée de fils d'argent, elle arborait un visage d'une pâleur lunaire, encadré de boucles noires comme l'ébène. Mais ce furent ses yeux qui captivèrent immédiatement Amélie, deux orbes d'un bleu profond, presque violet, semblant contenir des univers entiers. « Elle est magnifique » souffla Amélie, caressant doucement la joue froide de la poupée. « Elle date de la fin du XIXe siècle » expliqua Elisabeth. « Une véritable œuvre d'art française. Prends en soin, ma chérie. »« Comment s'appelle-t-elle » demanda Amélie, ne pouvant détacher son regard de celui de la poupée. « Je ne sais pas » répondit sa grand-mère. « Peut-être devrais-tu lui donner un nom toi-même. » Amélie réfléchit un instant. « Céleste » décida-t-elle. « Elle s'appellera Céleste, comme les étoiles. » Cette nuit-là, Amélie installa Céleste sur la chaise près de sa fenêtre, d'où la poupée pouvait contempler les toits de Paris et la silhouette lointaine de Notre-Dame. La petite fille s'endormit rapidement, épuisée par l'excitation de la journée. Mais son sommeil ne fut pas paisible. Dans ses rêves, elle marchait dans un labyrinthe de couloirs sombres, suivant le son lointain d'une berceuse. Au détour d'un passage, elle aperçut une petite fille en robe bleue, de dos, chantonnant doucement. Lorsque l'enfant se retourna, Amélie découvrit avec horreur qu'elle n'avait pas de visage, juste une surface lisse de porcelaine blanche. « Aide-moi » semblait murmurer la fillette sans bouche. « Ils m'ont enfermée. Ils m'ont volé mon âme. » Amélie se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. La chambre était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'un rayon de lune qui tombait directement sur Céleste. Amélie aurait juré que la poupée n'était plus sur la chaise près de la fenêtre, mais plus proche de son lit. Et ses yeux semblaient humides, comme si elle avait pleuré. « Ce n'est qu'un cauchemar » murmura Amélie pour se rassurer, ramenant sa couverture jusqu'à son menton. Mais au petit matin, elle trouva la poupée assise au pied de son lit, ses yeux bleu-violet fixés sur elle. Une goutte d'eau perlait au coin de son œil de porcelaine. Les jours suivants, les cauchemars continuèrent, chaque nuit plus vivide et terrifiant. Amélie voyait des enfants disparaître dans les ombres, entendait des chuchotements dans les murs, et toujours, cette petite fille sans visage qui l'appelait. « Maman » finit-elle par avouer à Catherine une semaine plus tard, « je crois que Céleste me fait faire des cauchemars. » Catherine, pragmatique professeure de sciences, sourit avec indulgence. « Ma chérie, les poupées ne peuvent pas donner de cauchemars. C'est ton imagination qui travaille. » Mais cette nuit-là, alors qu'Amélie dormait enfin d'un sommeil sans rêve, Catherine passa devant la chambre de sa fille et s'arrêta net. Par la porte entr'ouverte, elle vit distinctement la poupée, assise sur le rebord de la fenêtre, sa tête de porcelaine lentement tournée vers elle. Et pendant un instant qu'elle passerait des années à essayer d'oublier, elle aurait juré voir les lèvres peintes de la poupée s'étirer en un sourire. 10 ans s'étaient écoulés depuis ce 8e anniversaire. Amélie Dufresne, désormais étudiante en première année d'histoire à la Sorbonne, avait presque oublié la poupée Céleste et les terreurs nocturnes qu'elle avait provoquées. Presque. Par un après-midi pluvieux de novembre, alors que les feuilles mortes tapissaient les allées du jardin du Luxembourg, Amélie reçut un appel de sa mère. « Chérie, nous vidons le grenier ce week-end. Il y a des cartons avec tes affaires d'enfance. Tu devrais venir voir si tu veux garder quelque chose. » C'est ainsi qu'Amélie se retrouva à genoux dans la poussière du grenier familial, ouvrant des boîtes remplies de souvenirs. Des livres d'images,
des dessins maladroits, des peluches décolorées. Et tout au fond d'un carton marqué « Jouet, 8 ans », enveloppé dans un linge jauni, Céleste. La poupée semblait n'avoir pas changé, ses yeux bleu-violet toujours aussi perçants, sa robe de velours à peine ternie par le temps. En la tenant, Amélie ressentit un frisson familier. « Je me demandais où elle était passée, » dit Catherine en montant les dernières marches de l'échelle du grenier. « Tu l'avais tellement aimée, puis un jour, tu as refusé d'en parler. Je l'ai rangée ici. » Amélie caressa doucement les boucles noires de la poupée. « Je faisais des cauchemars à cause d'elle. » Catherine sourit. Les imaginations des enfants. « Tu veux la garder ?» Quelque chose dans les yeux de la poupée semblait implorer Amélie. Une tristesse ancienne, profonde. « Oui, décida-t-elle. Je vais la prendre. » Cette nuit-là, dans son petit studio du quartier latin, Amélie plaça Céleste sur une étagère face à son lit. Avant de s'endormir, elle crut voir un reflet de lune dans les yeux de porcelaine. Le cauchemar revint immédiatement, comme s'il n'avait jamais cessé. Le labyrinthe sombre, la berceuse lointaine. Mais cette fois, la petite fille sans visage était plus précise, plus réelle. Elle portait une robe identique à celle de Céleste, et dans ses mains, elle tenait un petit carnet. « Mon journal » murmura la voix sans bouche. « Trouve mon journal. Il est caché dans la poupée. » Amélie se réveilla en sueur, le cœur battant. L'horloge indiquait minuit pile. Et dans le silence de l'appartement, elle entendait distinctement un murmure, comme une berceuse fredonnée par une voix d'enfant. Le lendemain, à la bibliothèque de la Sorbonne, Amélie était perdue dans ses pensées quand quelqu'un s'assit en face d'elle. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme » dit une voix masculine avec un accent légèrement méridional. Elle leva les yeux vers un jeune homme aux cheveux bruns ébouriffés et aux yeux verts pétillants d'intelligence. Il portait un pull élimé et une écharpe rouge délavée. « Lucas Mercier » se présenta-t-il. « On est dans le même cours d'histoire médiévale. » « Amélie Dufresne » répondit-elle distraitement. « Tu étudies les phénomènes paranormaux » demanda-t-il en jetant un œil aux livres qu'elle avait empilés tous traitant des croyances populaires sur les objets hantés. « Pas exactement. C'est personnel. » Lucas sourit. « Je suis en double cursus histoire-archéologie, spécialisé dans les légendes urbaines parisiennes. Si c'est personnel et paranormal, je suis ton homme. » Quelque chose dans sa franchise désarmante poussa Amélie à se confier. Elle lui raconta l'histoire de Céleste, les cauchemars, et la vision de la nuit précédente. Loin de se moquer, Lucas l'écouta attentivement. « Les poupées anciennes ont souvent des histoires fascinantes, dit-il finalement. Et parfois, elles servent de réceptacle à des mémoires, des émotions, ou plus. »« Tu crois aux objets hantés » demanda Amélie, surprise. « Je crois que certains objets peuvent absorber l'énergie de leur propriétaire. Et Paris regorge d'histoires de ce genre. » Il hésita. « Je pourrais t'aider à en savoir plus sur ta poupée. J'ai accès aux archives municipales pour ma thèse. » Ce soir-là, Amélie examina Céleste plus attentivement. La poupée, avec ses traits délicats et son expression mélancolique, semblait presque vivante sous la lumière tamisée de la lampe. En retournant la poupée, Amélie remarqua une anomalie, une petite couture à l'arrière de la robe, différente des autres, plus récente peut-être. Avec des doigts tremblants, elle défit les poings. À l'intérieur, cousu dans la doublure de la robe, se trouvait un minuscule morceau de papier jauni. En le dépliant délicatement, elle découvrit une inscription à l'encre pâlie, propriété d'Élise Beaumont, 12 rue des Rosiers, Paris, 1887. Amélie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. La poupée avait un nom, une adresse, une histoire. Et quelque chose lui disait que cette Élise Beaumont était la fillette sans visage de ses cauchemars. À minuit précis, comme la veille, les murmures commencèrent. Mais cette fois, Amélie ne dormait pas. Elle était assise sur son lit, observant Céleste. Et sous ses yeux incrédules, elle vit distinctement une vraie larme couler sur la joue de porcelaine de la poupée. « Qui es-tu, Élise » murmura Amélie. « Et que t'est-il arrivé ?» Dans le silence qui suivit, elle crut entendre une réponse, un chuchotement à peine audible, « Aide-moi à rentrer chez moi. » La rue des Rosiers, nichée au cœur du Marais, n'avait guère changé depuis le XIXe siècle. Ses façades étroites, ses pavés inégaux et ses échoppes traditionnelles semblaient figées dans le temps. Amélie et Lucas s'y promenaient le lendemain, cherchant le numéro 12 mentionné sur le papier trouvé dans la poupée. « C'est ici » dit Lucas, s'arrêtant devant une bâtisse à la façade défraîchie. Une petite plaque en laiton indiquait « Synagogue Orshaim, fondée en 1925 ».
Ce n'était pas une synagogue en 1887, murmura Amélie, déçue. Les bâtiments changent de fonction, répondit Lucas. Mais les archives nous en diront plus. Ils se dirigèrent vers les archives de Paris, où Lucas, grâce à son statut d'étudiant-chercheur, obtint l'accès au registre du XIXe siècle. Pendant des heures, ils parcoururent des documents jaunis, des actes notariés, des recensements. « Regarde » s'exclama soudain Amélie, pointant un registre de 1885. Famille Beaumont, Henri Beaumont, négociant en tissu, Mathilde Beaumont, née Lefebvre, et leur fille unique, Élise, née le 3 mai 1877. Ils habitaient bien aux 12 rue des Rosiers, confirma Lucas. Mais attendons, cherchons dans les années suivantes. Ils trouvèrent finalement ce qu'ils cherchaient dans un journal daté de novembre 1887, un petit article en 3e page, presque insignifiant. Disparition inquiétante. La petite Élise Beaumont, 10 ans, n'a pas regagné le domicile familial après s'être rendue chez une amie le 31 octobre dernier. La police poursuit ses recherches. Toute information est à communiquer au commissariat du 4e arrondissement. Elle a disparu la nuit d'Halloween, murmura Amélie, sentant un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Attends, dit Lucas, feuilletant rapidement d'autres journaux. Voici la suite, 2 semaines plus tard. Affaire Beaumont. La police abandonne les recherches concernant la disparition de la jeune Élise Beaumont. Selon les derniers témoignages, l'enfant aurait été vu pour la dernière fois près de Notre-Dame. Les parents, inconsolables, offrent une récompense substantielle pour toute information. Notre-Dame, répéta Amélie, se souvenant soudain de la silhouette de la cathédrale visible depuis sa chambre d'enfant, là où elle avait placé Céleste la première nuit. Ils continuèrent leurs recherches, découvrant que les Beaumont avaient quitté Paris quelques mois après la disparition de leur fille, vendant leur commerce et leur maison. Aucune trace d'Élise n'avait jamais été retrouvée. C'est tragique, dit Lucas alors qu'il quittait les archives, mais pas si rare à l'époque. Les enfants disparaissaient souvent dans les grandes villes. Mais pourquoi Céleste est-elle liée à cette histoire? Et pourquoi me hantait-elle, moi spécifiquement? Lucas hésita. J'ai une théorie, mais elle va te sembler farfelue. Après ce que j'ai vécu, je suis prête à tout entendre. Dans certaines traditions, les objets personnels peuvent servir d'encre pour les âmes perdues. Si Élise a disparu dans des circonstances traumatiques, son esprit pourrait être resté attaché à sa poupée, attendant quelque chose. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Peut-être que tu lui ressembles? Ou peut-être que tu as atteint l'âge qu'elle avait quand elle a disparu? Les esprits ont souvent leur propre logique. Ce soir-là, Amélie invita sa meilleure amie, Sophie Renard, à dîner dans son studio. Sophie, étudiante en psychologie à l'air perpétuellement distrait, aux longs cheveux roux et aux taches de rousseur, était la voix de la raison dans la vie d'Amélie depuis le lycée. Tu crois vraiment que ta poupée est hantée par l'esprit d'une fillette disparue il y a plus d'un siècle? Demanda Sophie après qu'Amélie lui eut tout raconté. Et ce Lucas encourage ces délires? Ce ne sont pas des délires, protesta Amélie. Regarde. Elle montra à Sophie la poupée Céleste, posée sur l'étagère. Sophie l'examina avec curiosité. Elle est magnifique, c'est vrai. Mais de là à penser qu'elle pleure la nuit. À cet instant précis, comme pour contredire Sophie, la lumière vacilla dans l'appartement. Un courant d'air froid traversa la pièce, faisant frissonner les deux amis. Simple coïncidence, murmura Sophie, mais son assurance semblait ébranlée. Cette nuit-là, après le départ de Sophie, Amélie fit un nouveau rêve. Elle se trouvait sur le parvis de Notre-Dame, dans un Paris du XIXe siècle baigné d'un étrange brouillard bleuté. Une petite silhouette en robe bleue montait les marches de la cathédrale, tenant Céleste dans ses bras. Élise, appela Amélie dans son rêve. La fillette se retourna. Cette fois, elle avait un visage le même que celui de la poupée, mais vivant, avec des yeux bleu-violet brillants de larmes. Ils m'attendent là-haut, dit Élise, pointant les tours de Notre-Dame. Les gardiens de pierre. Ils m'ont promis que je serais spécial. Qui t'a promis? De quoi parles-tu? Mais Élise se contentait de sourire tristement avant de reprendre son ascension. Au sommet des marches l'attendait une silhouette sombre, encapuchonnée. Le maître des gargouilles, murmura Élise. Il dit que je peux devenir éternel. Amélie se réveilla en sursaut, le cœur battant. Sur son téléphone, un message de Lucas, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur Notre-Dame. Rendez-vous demain à 10h devant la cathédrale. En se levant pour boire un verre d'eau, Amélie remarqua que Céleste n'était plus sur l'étagère.
Après quelques minutes de recherche frénétique, elle la retrouva assise sur le rebord de la fenêtre, ses yeux de porcelaine fixés sur la silhouette lointaine de Notre-Dame, visible au-dessus des toits de Paris. Le ciel parisien était d'un gris perle lorsqu'Amélie retrouva Lucas sur le parvis de Notre-Dame. La cathédrale, majestueuse malgré les échafaudages qui l'entouraient encore après l'incendie de 2019, semblait les observer de ses grandes rosaces. « J'ai passé la nuit à faire des recherches », annonça Lucas sans préambule. « Et j'ai trouvé des choses fascinantes sur les gargouilles. » Il sortit un carnet de croquis de son sac usé et l'ouvrit à une page montrant des dessins détaillés des chimères et gargouilles qui ornaient la cathédrale. La plupart des gens confondent les gargouilles, qui sont des gouttières décoratives, et les chimères, ces créatures fantastiques qui ornent les galeries, expliqua-t-il. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les légendes qui les entourent. Ils s'assirent sur un banc face à la cathédrale, tandis que Lucas poursuivait. Dans le folklore médiéval, les gargouilles n'étaient pas seulement décoratives. On leur attribuait un pouvoir protecteur contre les forces maléfiques. Mais certaines légendes plus obscures suggèrent qu'elles pouvaient aussi servir de réceptacle. Réceptacle, répéta Amélie, intriguée. Pour des esprits, des âmes. Selon certains textes ésotériques, des rituels permettaient de lier l'âme d'un être vivant à une gargouille, créant ainsi un gardien éternel pour la ville. Amélie frissonna, se rappelant les paroles d'Élise dans son rêve. Ils m'ont promis que je serais spécial, que je peux devenir éternel. Tu penses qu'Élise aurait pu être victime d'un tel rituel ? Lucas hésita. C'est une théorie extravagante, j'en conviens. Mais regarde ceci. Il lui montra une photographie ancienne, datée de 1885, montrant l'installation de nouvelles chimères lors des restaurations de Viollet-le-Duc. En arrière-plan, on distinguait un groupe d'hommes en habits sombres, observant les travaux. Ces hommes apparaissent sur plusieurs photographies de l'époque, toujours près de Notre-Dame. Et j'ai trouvé une mention dans un journal intime d'un ouvrier qui parlait d'un cercle d'érudits qui s'intéressait particulièrement aux sculptures. Tu crois qu'il s'agissait d'une sorte de secte ? Peut-être. L'époque était marquée par un regain d'intérêt pour l'occultisme et l'ésotérisme. Paris fourmillait de sociétés secrètes. Ils décidèrent d'entrer dans la cathédrale. Malgré les travaux de restauration, une partie était ouverte aux visiteurs. L'intérieur était baigné de la lumière colorée des vitraux, créant une atmosphère à la fois solennelle et mystique. Alors qu'ils contemplaient la nef, un vieux prêtre aux cheveux blancs et au visage ridé s'approcha d'eux. « Vous semblez fasciné par notre cathédrale, dit-il avec un sourire bienveillant. Je suis le père Michel. Puis-je vous aider ?» Lucas et Amélie échangèrent un regard hésitant, puis Lucas se lança. « Nous nous intéressons aux gargouilles et aux légendes qui les entourent. » Le visage du père Michel s'assombrit légèrement. Les gargouilles. Elles ont toujours suscité la curiosité. Mais pourquoi cet intérêt particulier ? Amélie décida de prendre un risque. Nous recherchons des informations sur une fillette disparue en 1887, près de Notre-Dame. Élise Beaumont. Le prêtre tressaillit visiblement à ce nom. Suivez-moi, dit-il à voix basse. Pas ici. Il les conduisit dans une petite salle adjacente à la sacristie, remplie de livres anciens et de documents. Je suis également historien de la cathédrale, expliqua-t-il. Et ce nom, Beaumont, je l'ai déjà vu dans nos archives. Il sortit un épais registre relié de cuir et le feuilleta jusqu'à une page marquée d'un signet jauni. Voici. En novembre 1887, une messe spéciale a été célébrée pour l'âme de la petite Élise Beaumont, afin qu'elle trouve la paix éternelle. Commandée par un groupe se faisant appeler les gardiens de la cité. Les gardiens de la cité, répéta Lucas, excité. C'est probablement le nom de la société secrète que j'ai trouvée dans mes recherches. Le père Michel hocha gravement la tête. Il existe une légende, transmise oralement parmi les prêtres de Notre-Dame depuis des générations. Elle parle d'un groupe d'hommes qui croyaient pouvoir protéger Paris en liant des âmes pures aux gargouilles. Des âmes d'enfants, murmura Amélie, horrifiée. Selon la légende, ils n'ont jamais réussi leur rituel final. Quelque chose, ou quelqu'un, les en a empêchés. Le prêtre hésita. Mais ce ne sont que des superstitions, bien sûr. Et les gargouilles, demanda Lucas. La légende dit-elle si elles s'animent réellement ? Le père Michel sourit mystérieusement. Ah, ça ? Certains disent qu'à minuit, lors de certaines nuits spéciales, les gargouilles prennent vie pour protéger la ville. D'autres affirment avoir vu des ombres se déplacer sur les toits de la cathédrale. Il fit un geste vague de la main.
Mais qui peut distinguer le vrai du faux dans ces vieilles histoires? En quittant Notre-Dame, Amélie sentit un frisson parcourir sa nuque. En levant les yeux vers les tours, elle eut l'impression fugace que l'une des chimères avait tourné la tête pour la suivre du regard. « Je dois te montrer quelque chose, dit-elle à Lucas. Ce soir, chez moi. » Cette nuit-là, Lucas observait Céleste avec fascination, tandis qu'Amélie lui racontait ses rêves et les étranges phénomènes entourant la poupée. « Si ton hypothèse est correcte, dit-il, si l'esprit d'Élise est lié à cette poupée, alors peut-être cherche-t-elle à communiquer quelque chose de spécifique. » À cet instant, le téléphone d'Amélie sonna. C'était Sophie. « Amélie ?» La voix de son amie semblait étrange, distante. « J'ai fait des recherches sur ta poupée. Je crois que tu devrais venir chez moi. J'ai trouvé quelque chose d'important. » « Sophie ? Tu vas bien ? » Un silence, puis, bien seul. « C'est important. » Et elle raccrocha. Amélie et Lucas échangèrent un regard inquiet. Sa voix était bizarre, dit Amélie. Comme si, ce n'était pas tout à fait elle. Je t'accompagne, décida Lucas. Mais restons prudents. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Amélie jeta un dernier regard à Céleste. Et elle aurait juré que, l'espace d'un instant, les lèvres de porcelaine de la poupée s'étaient étirées en un sourire d'avertissement. L'appartement de Sophie se trouvait dans une résidence étudiante moderne du 13e arrondissement, un contraste saisissant avec le studio ancien d'Amélie. Quand ils arrivèrent, la porte était entr'ouverte, laissant filtrer une faible lumière. Sophie, appela Amélie en poussant doucement la porte. L'appartement était plongé dans une semi-obscurité, uniquement éclairé par quelques bougies disposées en cercle au centre du salon. Sophie était assise au milieu de ce cercle, dos à eux, immobile. « Sophie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Amélie, une pointe d'inquiétude dans la voix. Lentement, son amie se retourna. Son visage était pâle, ses yeux étrangement vides, et elle tenait entre ses mains. « Céleste. Comment as-tu » commença Amélie, stupéfaite. La poupée était censée être restée dans son appartement. « Elle est venue à moi, répondit Sophie d'une voix qui n'était pas tout à fait la sienne, plus aiguë, plus enfantine. Elle sait que je peux l'aider. Lucas posa une main protectrice sur l'épaule d'Amélie. « Sophie, est-ce que tout va bien ?» Un sourire étrange étira les lèvres de la jeune femme. Sophie dort. Je suis Élise maintenant. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Amélie. Élise ? Élise Beaumont ? Sophie ou l'entité qui parlait à travers elle hocha lentement la tête. Tu as trouvé ma poupée. Tu as entendu mes appels. Maintenant, tu dois m'aider à finir ce qui a été commencé. Que s'est-il passé, Élise ? Demanda doucement Amélie, s'approchant avec précaution. Comment as-tu disparu ? Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Ils m'ont choisi. Ils ont dit que j'étais spéciale, que je pouvais devenir une gardienne éternelle de Paris. Que mon âme serait liée à la pierre et que je veillerais sur la ville pour toujours. Qui sont-ils, Élise ? Demanda Lucas, s'avançant prudemment. Les gardiens de la cité. Des hommes en robe noire avec des masques d'argent. Mon père en faisait partie. La voix de Sophie tremblait. Il m'a emmené à Notre-Dame la nuit d'Halloween. Ils m'ont fait monter jusqu'aux galeries des chimères. Il y avait un autel, des bougies noires, et ma poupée. Amélie s'agenouilla lentement devant son amie. Que s'est-il passé ensuite, Élise ? Le rituel a commencé. Ils ont chanté dans une langue étrange. J'avais peur, tellement peur. Sophie serra la poupée contre elle. Mais quelque chose s'est mal passé. Une des gargouilles, elle a bougé d'elle-même. Elle a rugi. Tout le monde a paniqué. Je suis tombé du haut de la tour. Un sanglot déchirant s'échappa de la gorge de Sophie. Mon âme était déjà à moitié liée à la pierre. Je ne pouvais ni mourir complètement, ni rester vivante. Alors je me suis accroché à ma poupée, la seule chose que j'aimais vraiment. Amélie sentit des larmes couler sur ses propres joues. C'est pour ça que tu essaies de communiquer ? Tu veux qu'on t'aide à trouver la paix ? Sophie secoua lentement la tête. Je veux terminer le rituel. Je suis piégée depuis trop longtemps entre deux mondes. Ni vivante, ni morte. C'est un tourment éternel. Lucas s'approcha à son tour. Élise, terminer le rituel pourrait être dangereux. Nous ne savons pas ce qui pourrait arriver. Le visage de Sophie se durcit soudain, prenant une expression qui ne lui ressemblait pas,
alors je continuerai à hanter cette poupée. Je continuerai à chercher quelqu'un pour m'aider. Pendant encore 100 ans s'il le faut. Brusquement, elle tendit la poupée vers Amélie. Regarde à l'intérieur. J'ai laissé des indices. D'un geste mécanique, Sophie se leva et se dirigea vers sa chambre, laissant Amélie et Lucas seuls avec Céleste. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Murmura Amélie, tenant la poupée avec précaution. On examine la poupée, répondit Lucas. Si Élise dit qu'il y a des indices à l'intérieur. Avec délicatesse, ils commencèrent à inspecter Céleste sous toutes ses coutures. La porcelaine de son visage était froide au toucher, ses yeux bleu-violet semblant les observer avec une intelligence troublante. Regarde, dit Lucas, pointant l'arrière de la tête de la poupée. Il y a une petite fissure ici, comme si le crâne pouvait s'ouvrir. Amélie pressa doucement les côtés de la tête de porcelaine, et effectivement, la partie arrière du crâne se détacha, révélant une cavité. À l'intérieur se trouvait un minuscule carnet relié de cuir bleu, pas plus grand qu'une boîte d'allumettes. Le journal d'Élise, souffla Amélie. Avec des doigts tremblants, elle ouvrit le carnet. Les pages jaunies étaient couvertes d'une écriture enfantine à l'encre violette. La première page portait simplement l'inscription « Journal d'Élise Beaumont, commencé le jour de mes 10 ans, le 3 mai 1887 ». Ils parcoururent rapidement les premières entrées des récits innocents de la vie quotidienne d'une fillette privilégiée du Paris de la Belle Époque. Mais à partir d'octobre, le ton changeait. 15 octobre 1887 Père m'a présenté à ses amis du cercle aujourd'hui. Ils m'ont regardé d'une façon étrange, comme s'ils évaluaient un objet précieux. L'un d'eux a dit que j'avais l'âme pure nécessaire. Je ne comprends pas ce qu'il voulait dire. 21 octobre 1887 Père parle souvent des gargouilles de Notre-Dame. Il dit qu'elles sont vivantes, d'une certaine façon. Qu'elles protègent Paris contre des forces obscures. Il dit que je pourrais devenir comme elle éternelle et puissante. Cela me fait peur, mais je ne veux pas le décevoir. 28 octobre 1887 J'ai surpris Père et ses amis dans son bureau. Ils dessinaient des symboles étranges et parlaient d'un rituel pour Halloween. Ils ont mentionné un transfert d'âme et la fusion avec la pierre. Quand ils m'ont vu, ils se sont tus immédiatement. Père m'a offert Céleste aujourd'hui une poupée magnifique qui me ressemble étrangement. Il a dit qu'elle était spéciale, comme moi. La dernière entrée était datée du 31 octobre 1887, le jour de sa disparition. 31 octobre 1887 Père m'emmène à Notre-Dame ce soir pour une cérémonie spéciale. Il dit que je dois apporter Céleste. J'ai peur, mais il dit que c'est un grand honneur, que je vais devenir une protectrice de Paris. J'ai caché ce journal dans Céleste, au cas où. Si quelqu'un le trouve un jour, sachez que j'ai vu les symboles qu'ils utiliseront. Je les ai copiés ici, la page suivante contenait des dessins minutieux de symboles ésotériques complexes, formant un cercle rituel. Et au centre de la page, un croquis détaillé d'une gargouille particulière de Notre-Dame, une créature mi-femme, mi-oiseau, avec des yeux étrangement humains. La gardienne, avait écrit Élise sous le dessin. Celle qui m'attend. Lucas examina attentivement les symboles. Ce sont des runes anciennes, mélangées à des symboles alchimiques. Un rituel de transfert d'âme, comme elle l'a dit. Mais pourquoi son père voulait-il faire ça à sa propre fille, demanda Amélie, horrifiée. Les sociétés occultes de l'époque pouvaient être fanatiques. Ils croyaient probablement sincèrement protéger Paris de quelques menaces mystiques. Ils entendirent un bruit venant de la chambre et se retournèrent pour voir Sophie dans l'encadrement de la porte. Ses yeux semblaient plus clairs, plus présents. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle d'une voix confuse, qui était à nouveau la sienne. « Pourquoi êtes-vous chez moi ? Et pourquoi y a-t-il des bougies partout ?» Amélie et Lucas échangèrent un regard inquiet. « Tu ne te souviens pas de nous avoir appelés » demanda doucement Amélie. Sophie secoua la tête, l'air perdu. « La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir examiné ta poupée chez toi, puis, rien. Comme un trou noir. » Elle remarqua alors le petit journal dans les mains d'Amélie. « Qu'est-ce que c'est ?» Ils lui expliquèrent rapidement ce qui venait de se passer, comment elle semblait avoir été temporairement possédée par l'esprit d'Élise, et ce qu'ils avaient découvert grâce au journal. Sophie pâlit. « Tu veux dire que j'ai été possédée ? Par un fantôme ? » Pas exactement un fantôme, corrigea Lucas. Plutôt une âme piégée entre deux mondes. Et elle semble avoir choisi de communiquer à travers toi. Mais pourquoi moi ? Amélie réfléchit un instant. Tu as touché la poupée chez moi, n'est-ce pas ? Peut-être que ça a créé une connexion.
Ou peut-être qu'Élise a senti que tu pourrais l'aider d'une manière que nous ne pouvons pas. Sophie s'assit lourdement sur le canapé. C'est terrifiant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Amélie regarda le journal, puis la poupée. Élise veut terminer le rituel pour trouver la paix. Mais nous ne savons pas ce que cela implique réellement, ni si c'est dangereux. Nous devons en savoir plus sur ce « cercle des gardiens de la cité », dit Lucas. Et sur cette gargouille spécifique qu'Élise a dessinée. Le père Michel pourrait nous aider, suggéra Amélie. Il semblait en savoir plus qu'il ne voulait l'admettre. Ils décidèrent de retourner à Notre-Dame le lendemain. En attendant, Sophie insista pour qu'Amélie reprenne Céleste. « Je ne veux pas me réveiller à nouveau avec des trous de mémoire, dit-elle en frissonnant. Cette poupée me donne la chair de poule. » Cette nuit-là, de retour dans son studio, Amélie plaça Céleste sur sa table de chevet et le petit journal à côté. Avant de s'endormir, elle murmura à la poupée, « Nous allons t'aider, Élise. Je te le promets. » Dans son rêve, elle se retrouva à nouveau sur les toits de Notre-Dame, mais cette fois, elle n'était pas seule. Élise était à ses côtés, tenant sa main. Ensemble, elles regardaient Paris endormi, baigné dans la lumière argentée de la lune. « Elle nous observe, dit Élise, pointant les gargouilles qui les entouraient. Certaines sont bienveillantes. D'autres, pas tant que ça. Comment savoir lesquelles sont quoi, demanda Amélie. Élise sourit tristement. C'est le problème avec les gardiens. Parfois, ceux qui sont censés protéger deviennent ceux dont il faut se méfier le plus. Au réveil, Amélie trouva un message griffonné sur une page arrachée de son carnet, d'une écriture enfantine qu'elle ne reconnaissait pas, « Méfie-toi du maître des gargouilles. Il attend toujours son sacrifice. » La matinée était brumeuse lorsqu'Amélie, Lucas et Sophie se retrouvèrent devant Notre-Dame. La cathédrale se dressait, majestueuse et intimidante, ses tours disparaissant dans la brume comme des sentinelles fantomatiques. « Je n'arrive pas à croire que je fais ça, marmonna Sophie, serrant son manteau autour d'elle. Depuis l'épisode de possession, elle était nerveuse, sursautant au moindre bruit. Chercher une gargouille spécifique parmi des centaines, sur la base du dessin d'une fillette morte il y a plus d'un siècle. Pas morte, corrigea doucement Amélie. Piégée. Ils avaient apporté le journal d'Élise et la poupée Céleste, soigneusement enveloppés dans un foulard et rangés dans le sac d'Amélie. Le père Michel les attendait à une entrée latérale de la cathédrale, son visage ridé marqué par l'inquiétude. « J'ai réfléchi à notre conversation, dit-il en les guidant à l'intérieur. Et j'ai consulté certains documents privés des archives de l'archevêché. Ce que j'ai trouvé, m'a troublé. » Il les conduisit dans la même petite salle que la dernière fois, mais cette fois, plusieurs vieux livres et documents étaient déjà étalés sur la table. Le cercle des gardiens de la cité n'était pas simplement une société occulte parmi d'autres, expliqua-t-il. C'était un groupe ancien, remontant peut-être au Moyen Âge, composé de membres influents de la société parisienne noble, intellectuelle, hommes d'église même. Il leur montra un document jauni portant un sceau complexe, un cercle entourant une gargouille stylisée. Leur croyance fondamentale était que Paris était constamment menacé par des forces surnaturelles, et que seuls des gardiens de pierre, animés par des âmes pures, pouvaient protéger véritablement la ville. Des âmes d'enfants, murmura Amélie. Le père Michel hocha gravement la tête. Selon leurs écrits, le transfert d'une âme humaine dans une gargouille créait un gardien conscient, capable de discerner le bien du mal, et assez puissant pour combattre les forces démoniaques. C'est monstrueux, s'exclama Sophie. Pour nous, oui. Mais pour eux, c'était un sacrifice nécessaire pour le bien commun. Ils considéraient ces enfants comme des élus, destinés à une forme d'immortalité glorieuse. Lucas feuilletait un des livres anciens. Combien de transferts ont-ils réussi? Le prêtre hésita. Les documents suggèrent que plusieurs tentatives ont eu lieu au fil des siècles. Certaines ont échoué. D'autres? Il s'interrompit, mal à l'aise. D'autres semblent avoir réussi. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Vous voulez dire, dit lentement Amélie, que certaines des gargouilles de Notre-Dame pourraient réellement contenir des âmes humaines? Je suis un homme d'église, répondit prudemment le père Michel. Je ne devrais pas croire à de telles choses. Et pourtant. Il regarda par la fenêtre, vers les tours de la cathédrale. Il y a des nuits où j'ai vu des ombres se déplacer là-haut. Des nuits où j'ai entendu des murmures qui n'étaient pas le vent. Amélie sortit le journal d'Élise et le montra au prêtre. Nous avons trouvé ceci. Le journal d'Élise Beaumont, caché dans sa poupée. Le père Michel examina le petit carnet avec révérence.
Une relique tragique, murmura-t-il. Elle a dessiné une gargouille spécifique, dit Lucas, montrant le croquis. Celle qu'ils avaient choisie pour elle. Pouvez-vous nous aider à la trouver? Le prêtre étudia attentivement le dessin. Oui, je la reconnais. C'est l'une des chimères de la galerie, ajoutée par Viollet-le-Duc lors des restaurations du XIXe siècle. On l'appelle la mélancolique, c'est une figure féminine aux traits d'oiseau. Pouvons-nous la voir? Demanda Amélie. La galerie des chimères est fermée au public, surtout depuis l'incendie. Mais... Il hésita. Je peux vous y emmener. J'ai les clés. Ils suivirent le père Michel à travers un dédale d'escalier en colimaçon, montant toujours plus haut dans la structure de la cathédrale. L'air devenait plus frais, et le bruit de la ville en contrebas s'estompait progressivement. Ces passages étaient autrefois empruntés quotidiennement par les sonneurs de cloches et les ouvriers d'entretien, expliqua le prêtre. Aujourd'hui, peu de gens connaissent encore ces chemins. Finalement, ils émergèrent sur la galerie des Chimères, cette fameuse promenade à ciel ouvert qui ceinturait Notre-Dame et offrait une vue imprenable sur Paris. Les célèbres créatures de pierre démons, monstres et animaux fantastiques semblaient les observer de leurs yeux vides. C'est impressionnant, murmura Sophie, visiblement mal à l'aise parmi ces figures grotesques. La mélancolique est par ici, dit le père Michel, les guidant le long de la galerie. Et soudain, ils la virent. Exactement comme dans le dessin d'Élise, une figure féminine accroupie, avec un visage humain aux traits délicats mais mélancoliques, des ailes repliées dans le dos, et des serres d'oiseaux au lieu de pieds. Ses mains fines étaient posées sur ses genoux, et elle semblait contempler Paris avec une tristesse infinie. Elle est magnifique, souffla Amélie, s'approchant instinctivement. À cet instant, elle sentit son sac s'agiter. Ouvrant ce dernier, elle vit que Céleste semblait vibrer légèrement, comme animée d'une énergie propre. Je crois qu'Élise reconnaît sa destination, dit doucement Lucas. Le père Michel observait la scène avec un mélange de fascination et d'appréhension. Que comptez-vous faire maintenant? Amélie sortit le journal d'Élise et l'ouvrit à la page des symboles rituels. Selon ses notes, le rituel devait avoir lieu ici même, à minuit, lors de la nuit d'Halloween. Un cercle devait être tracé autour de la chimère, et des incantations prononcées pour lier l'âme de l'enfant à la pierre. Mais le rituel a échoué, rappela Lucas. Élise est tombée de la tour avant qu'il ne soit complété. Ce qui explique pourquoi son âme est restée piégée, conclut Amélie. Ni complètement liée à la pierre, ni libre de partir. Sophie, qui était restée silencieuse, s'approcha soudain de la chimère. Ses yeux semblaient légèrement vitreux, comme lors de sa possession. Sophie, appela Amélie, inquiète. Mais son amie ne répondit pas. Elle tendit la main et toucha doucement le visage de pierre de la mélancolique. À l'instant où ses doigts entrèrent en contact avec la sculpture, un frisson visible parcourut son corps. Je la sens, murmura Sophie d'une voix qui n'était pas tout à fait la sienne. Elle est déjà là, une partie d'elle, du moins. Élise, demanda doucement Amélie. Sophie se tourna vers eux, ses yeux maintenant complètement différents d'un bleu-violet profond, identiques à ceux de la poupée. Le rituel avait déjà commencé quand je suis tombée, dit-elle de la voix enfantine qu'il reconnaissait maintenant comme celle d'Élise. Une partie de mon âme s'est attachée à la mélancolique. L'autre partie s'est réfugiée dans ma poupée. Je suis, dit Lisée. C'est pourquoi je ne trouve pas la paix. Que pouvons-nous faire pour t'aider, demanda Amélie, s'approchant de son amie possédée. Terminer le rituel. Me rendre entière à nouveau, soit complètement dans la pierre, soit complètement libérée. Lucas intervint, préoccupé. Mais comment savoir quelle option est la bonne? Et si nous faisions une erreur? Sophie, Élise sourit tristement. C'est le choix que je n'ai jamais pu faire moi-même. Mon père a décidé pour moi. Elle regarda la chimère avec une expression complexe. Mais maintenant, je comprends mieux. Les gargouilles ne sont pas toutes bienveillantes. Certaines abritent des âmes corrompues, des esprits qui se délectent de la souffrance. Que veux-tu dire? Demanda le père Michel, soudain très attentif. Le maître des gardiens, l'homme qui dirigeait le cercle à l'époque de mon père, il avait déjà lié sa propre âme à l'une des gargouilles. Mais le processus l'avait corrompu. Il ne cherchait plus à protéger Paris, mais à accumuler du pouvoir en absorbant d'autres âmes. Quelle gargouille? Demanda Lucas, regardant nerveusement autour d'eux les dizaines de créatures de pierre qui les entouraient. Sophie, Élise pointa du doigt une figure imposante à l'autre bout de la galerie, un démon ailé aux cornes torsadées et au rictus menaçant. Le Strige, murmura le père Michel. La plus célèbre des chimères de Notre-Dame.
Il attend toujours, dit Sophie Élise. Il attend une âme pour remplacer celle qu'il a perdue quand j'ai échappé au rituel. Et maintenant que je suis revenu. Sa voix trembla. Il sait que je suis là. Comme pour confirmer ses paroles, un grondement sourd sembla émaner des profondeurs de la cathédrale. Le ciel, jusqu'alors simplement nuageux, s'assombrit brusquement, comme si un orage se préparait. Nous devrions partir, dit le père Michel, soudain nerveux. Tout de suite. Mais alors qu'il se dirigeait vers l'escalier, Sophie s'effondra soudain, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Sophie, cria Amélie, se précipitant vers son amie. Sophie ouvrit les yeux, confuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais possédée par Élise, expliqua rapidement Lucas. Elle nous a parlé à travers toi. Encore, gémit Sophie. Je ne me souviens de rien. Ils l'aidèrent à se relever, mais au moment où ils atteignaient l'entrée de l'escalier, un craquement retentit derrière eux. Se retournant lentement, ils virent avec horreur que le Strige, la chimère démoniaque, avait légèrement tourné la tête dans leur direction. Ce n'est pas possible, murmura le père Michel, son visage blême. Courez, ordonna Lucas. Ils dévalèrent l'escalier en colimaçon, le cœur battant, poursuivis par un bruit de pierres grinçantes qui semblait les suivre dans leur descente. De retour dans la cathédrale, ils reprirent leur souffle, tremblants et incrédules. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Sophie, visiblement secouée. Amélie regarda la poupée céleste dans son sac. Nous devons trouver un moyen de libérer complètement l'âme d'Élise avant que le Strige ne la capture. Halloween, dit Lucas. Le rituel original devait avoir lieu à Halloween, qui est dans 3 jours. C'est probablement le moment où la barrière entre les mondes est la plus fine. Le père Michel hocha gravement la tête. Je vais consulter d'autres documents, voir si je peux trouver un rituel de libération plutôt que de liaison. Ils se séparèrent, chacun promettant de faire des recherches de son côté. Mais alors qu'Amélie s'apprêtait à quitter la cathédrale, le père Michel la retint un instant. Méfiez-vous, murmura-t-il. Si ce que dit Élise est vrai, le Strige ou plutôt l'esprit qui l'habite pourrait tenter de vous atteindre par d'autres moyens. Ne faites confiance à personne qui agit étrangement. Ces paroles résonnèrent dans l'esprit d'Amélie alors qu'elle rentrait chez elle, serrant son sac contenant Céleste contre elle. Dans le ciel de Paris, les nuages s'annonçaient, annonciateurs d'une tempête imminente. Cette nuit-là, Amélie fut réveillée par un bruit à sa fenêtre. En ouvrant les yeux, elle vit avec horreur une silhouette sombre perchée sur le rebord extérieur, une forme vaguement humanoïde, mais avec des ailes et des cornes. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. La créature la fixait de ses yeux luisants, puis leva lentement une griffe pour gratter le verre, produisant un grincement insupportable. Amélie ferma les yeux, se répétant que c'était un cauchemar. Quand elle les rouvrit, la créature avait disparu. Mais sur la vitre, des mots étaient gravés de l'extérieur, « L'enfant m'appartient. Renonce, ou tu seras la prochaine. » Le lendemain matin, Amélie appela frénétiquement Lucas et Sophie pour leur raconter ce qui s'était passé. Ils décidèrent de se retrouver immédiatement à la bibliothèque de la Sorbonne pour intensifier leurs recherches. Mais quand Amélie arriva à leur point de rendez-vous, seul Lucas l'attendait, l'air grave. « Sophie ne répond pas à mes appels, dit-il. J'ai essayé toute la matinée. » Un mauvais pressentiment envahit Amélie. On doit aller chez elle. Tout de suite. L'appartement de Sophie était silencieux quand ils arrivèrent. La porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, tout semblait normal, pas de signe de lutte, pas de désordre inhabituel. Mais Sophie n'était nulle part. Sur son lit, soigneusement posé sur l'oreiller, se trouvait Céleste, la poupée qu'Amélie était pourtant certaine d'avoir laissée chez elle. Comment est-elle arrivée ici? Murmura Lucas. Amélie s'approcha lentement de la poupée. Ses yeux bleu-violet semblaient plus vivants que jamais, et sur son visage de porcelaine, une expression de désespoir était clairement visible. « Élise, dit doucement Amélie, prenant la poupée dans ses mains. Où est Sophie? » Comme en réponse, un petit morceau de papier tomba de la robe de la poupée. Un message y était écrit d'une écriture enfantine, il l'a prise. Le Strige. Il veut l'échanger contre moi. Venez à Notre-Dame à minuit. Je suis désolé. Amélie et Lucas échangèrent un regard horrifié. Le maître des gardiens avait fait son premier mouvement. Et maintenant, la vie de Sophie était en jeu. La nuit était tombée sur Paris, amenant avec elle une tempête d'une violence inhabituelle. Des éclairs zébraient le ciel, illuminant par intermittence la silhouette imposante de Notre-Dame. La veille d'Halloween,
la ville semblait vibrer d'une énergie surnaturelle. Amélie et Lucas se tenaient sous un porche à quelques mètres de la cathédrale, observant les alentours. Il était 23h30, et la place était déserte, les touristes et les passants ayant été chassés par la pluie torrentielle. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Lucas, serrant la main d'Amélie. « On pourrait appeler la police. » « Et leur dire quoi ? Qu'une gargouille possédée a kidnappé notre ami ?» Amélie secoua la tête. « Nous sommes seuls dans cette histoire. » Dans son sac, soigneusement enveloppé, se trouvait Céleste. Ils avaient également apporté le journal d'Élise et plusieurs objets que le père Michel leur avait fournis, des bougies bénites, de l'eau sainte, et un ancien rituel de libération d'âme qu'il avait déniché dans les archives secrètes de l'archevêché. Le prêtre lui-même devait les rejoindre, mais il n'était pas encore arrivé, ce qui inquiétait Amélie. « J'espère qu'il ne lui est rien arrivé, » murmura-t-elle. Un éclair particulièrement violent illumina soudain la façade de Notre-Dame, et pendant une fraction de seconde, Amélie aurait juré voir des silhouettes bouger sur la galerie des Chimères. « Il est presque minuit, » dit Lucas, consultant sa montre. « Nous devrions y aller. » Ils traversèrent la place déserte, leurs pas résonnant sur les pavés mouillés. La cathédrale était officiellement fermée à 7 heures, mais le père Michel leur avait indiqué une petite porte latérale qui serait déverrouillée. Effectivement, la porte s'ouvrit sans résistance, révélant l'obscurité de la cathédrale. L'intérieur était plongé dans les ténèbres, à peine éclairé par quelques veilleuses et les éclairs qui filtraient à travers les vitraux, projetant des ombres fantomatiques sur les murs séculaires. « Où est le père Michel ?» chuchota Amélie, sa voix résonnant malgré elle dans l'immensité de la nef. Ils avancèrent prudemment, leurs pas résonnant sur le sol de pierre. La cathédrale semblait différente la nuit, plus ancienne, plus mystique, comme si les siècles de prières et de rituels avaient imprégné chaque pierre. « Par ici, » dit Lucas, pointant l'escalier en colimaçon qui menait autour. « C'est notre meilleure chance de retrouver Sophie. » Alors qu'ils s'approchaient de l'escalier, un gémissement faible attira leur attention. Derrière un pilier, ils découvrirent le père Michel, allongé sur le sol, une blessure à la tête. « Père Michel !» s'exclama Amélie, s'agenouillant près de lui. Le vieil homme ouvrit péniblement les yeux. « Il est trop fort, » murmura-t-il. « Je l'ai vu, le Strige, il a pris forme humaine. »« Qui ?» demanda Lucas. « Qui est le Strige ?»« Le maître des gardiens, il se fait appeler Armand Beaumont maintenant. » Amélie sentit un frisson glacé parcourir son échine. « Beaumont ? Comme. » Le père d'Élise, confirma le prêtre dans un souffle. « Il n'est pas mort, son âme est liée à la pierre depuis plus d'1 siècle, il a sacrifié sa propre fille. »« Où est Sophie ?» demanda Amélie, urgente. « En haut, la galerie des Chimères, dépêchez-vous. » Le père Michel leur tendit un petit flacon d'eau bénite. « Vous en aurez besoin, plus que moi. » Ils laissèrent le prêtre après avoir vérifié que sa blessure n'était pas mortelle et s'engagèrent dans l'escalier en colimaçon, montant les marches 2 par 2 malgré l'obscurité. L'air devenait plus froid à mesure qu'ils s'élevaient, et le hurlement du vent s'intensifiait. « Tu sens ça ?» murmura Lucas alors qu'ils approchaient du sommet. « Cette vibration dans l'air. » Amélie acquiesça. L'atmosphère semblait chargée d'électricité, comme si un orage surnaturel se préparait à l'intérieur même de la cathédrale. Enfin, ils émergèrent sur la galerie des Chimères. La tempête faisait rage autour d'eux, le vent et la pluie les fouettant sans merci. Les éclairs illuminaient par intermittence les dizaines de créatures de pierre qui les entouraient et qui, sous cette lumière blafarde, semblaient toutes légèrement déplacées par rapport à leur position habituelle. « Elles ont bougé » souffla Lucas, horrifié. Au centre de la galerie, près de la mélancolique, se tenait Sophie. Elle était attachée à un pilier, inconsciente, sa tête pendant mollement sur sa poitrine. Et devant elle se dressait un homme grand et mince, vêtu d'un costume noir démodé. Malgré son apparence humaine, quelque chose dans sa posture et ses mouvements évoquait la pierre rigide, anguleux, inhumain. « Armand Beaumont » murmura Amélie. L'homme se tourna vers eux, révélant un visage qui aurait pu être beau s'il n'avait pas été marqué par une expression de cruauté absolue. Ses yeux, d'un gris de granit, semblaient luire de l'intérieur. « Ah, les amis de la petite médium, dit-il d'une voix qui ressemblait au frottement de la pierre. Et vous avez apporté ma fille. Parfait. » Amélie serra son sac contenant Céleste contre elle. « Laissez Sophie partir. Elle n'a rien à voir avec tout ça. » Beaumont sourit, révélant des dents étrangement pointues. « Au contraire. Elle a un don rare, la capacité de servir de vaisseau aux âmes. Un don que je compte bien exploiter. »
Pourquoi faire? Demanda Lucas, tentant de gagner du temps tout en cherchant un moyen d'atteindre Sophie. Pour compléter ce qui a été interrompu il y a 138 ans. Beaumont fit un geste englobant les chimères qui les entouraient. Mes gardiens se réveillent. Mais ils ont besoin d'âmes fraîches pour être pleinement puissants. L'âne de ma fille, piégée entre deux mondes, est la clé qui ouvrira le passage. À cet instant, Sophie gémit faiblement, reprenant conscience. Ses yeux s'ouvrirent, emplis de terreur en voyant la scène autour d'elle. Amélie, appela-t-elle d'une voix tremblante. Tout ira bien, Sophie, répondit Amélie, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. Beaumont éclata d'un rire qui ressemblait au grondement du tonnerre. Rien n'ira bien. Cette nuit, à minuit précis, le voile entre les mondes s'amincira. Et mes gardiens prendront vie définitivement. Comme pour confirmer ces paroles, un craquement sinistre retentit autour d'eux. Plusieurs chimères avaient tourné leur tête dans leur direction, leurs yeux de pierre désormais luisants d'une lueur rougeâtre. Amélie ouvrit son sac et en sortit Céleste. Dès que la poupée fut exposée à l'air de la nuit, elle sembla vibrer d'une énergie propre. Élise appela doucement Amélie. Ta poupée est ici. Aide-nous. Beaumont tendit une main vers la poupée, son visage déformé par la convoitise. Donne-la-moi. Maintenant. Non, répondit fermement Amélie, reculant d'un pas, vous avez trahi votre propre fille. Vous l'avez condamnée à un siècle de souffrance. J'ai offert à Élise l'immortalité, rugit Beaumont, sa voix se transformant en un grondement inhumain. Elle devait devenir la plus puissante des gardiens, liée à la mélancolique. Mais elle a résisté au dernier moment, elle est tombée. Parce qu'elle ne voulait pas de votre cadeau, rétorqua Amélie. Elle voulait vivre sa vie d'enfant, pas devenir un monstre de pierre comme vous. La rage déforma les traits de Beaumont, qui sembla momentanément perdre son apparence humaine, sa peau prenant la texture du granit, ses doigts s'allongeant en griffes. Assez, tonna-t-il. Minuit approche. Le rituel doit commencer. Il se tourna vers Sophie et commença à réciter une incantation dans une langue ancienne et gutturale. À chaque mot, les chimères autour d'eux semblaient s'animer davantage, leurs membres de pierre grinçant alors qu'ils se libéraient de leur immobilité séculaire. Lucas profita de ce moment pour se glisser le long du mur, tentant d'atteindre Sophie. Mais une gargouille, un petit démon grimaçant, sauta soudain devant lui, bloquant son chemin. Amélie, pendant ce temps, s'approchait de la mélancolique, tenant Céleste devant elle comme un bouclier. La chimère féminine était la seule à ne pas avoir bougé, ses yeux de pierre fixés sur la poupée. Élise, murmura Amélie. Je sais que tu es là, partagé entre la poupée et la pierre. Tu dois choisir maintenant. Tu dois être entière pour l'arrêter. Un éclair illumina la scène, et dans cette lumière crue, Amélie vit une vraie larme couler sur la joue de pierre de la mélancolique. À cet instant, la poupée dans ses mains devint brûlante. Amélie la lâcha par réflexe, et Céleste tomba aux pieds de la chimère. Une lueur bleutée commença à émaner de la poupée, s'élevant comme une brume pour envelopper la mélancolique. Non, hurla Beaumont, abandonnant son incantation pour se précipiter vers elle. Mais il était trop tard. La brume bleutée s'intensifia, formant la silhouette translucide d'une petite fille en robe ancienne Élise, telle qu'elle était le jour de sa disparition. Cette forme spectrale flotta un instant entre la poupée et la chimère, puis se fondit dans la pierre. Un craquement assourdissant retentit, et la mélancolique s'anima complètement. Mais contrairement aux autres chimères, ses mouvements étaient fluides, gracieux, presque humains. Son visage de pierre s'adoucit, prenant les traits délicats d'Élise Beaumont. « Père » dit-elle d'une voix qui résonnait comme le tintement d'une cloche lointaine. « Cela suffit. » Beaumont s'arrêta net, son visage exprimant un mélange de rage et d'incrédulité. « Élise ? Tu as accepté ton destin. » « J'ai choisi mon propre chemin, répondit la mélancolique Élise. « Ni celui que tu voulais pour moi, ni celui que le destin m'a imposé. Je suis devenue gardienne, mais pas pour servir tes ambitions. » Elle se tourna vers les autres chimères qui s'étaient animées. « Retournez à votre sommeil de pierre, frères et sœurs. Votre temps n'est pas encore venu. » Certaines des créatures hésitèrent, regardant alternativement Beaumont et Élise, comme déchirées entre deux maîtres. « Elles ne t'obéiront pas, rugit Beaumont. Je suis leur maître depuis plus d'un siècle. Tu es leur geôlier, corrigea doucement Élise. Tu as emprisonné leurs âmes comme tu voulais emprisonner la mienne. » Elle tendit une main de pierre vers Sophie. Les liens qui retenaient la jeune femme se dénouèrent d'eux-mêmes, et Sophie s'effondra dans les bras de Lucas qui avait finalement réussi à la rejoindre.
Fou de rage, Beaumont se transforma complètement, abandonnant son apparence humaine pour reprendre celle du Strige, la chimère démoniaque aux ailes déployées et aux cornes torsadées. « Tu ne peux pas me vaincre, fille ingrate, rugit-il, sa voix désormais un grondement bestial. J'ai absorbé trop d'âme, accumulé trop de pouvoir. » Il se jeta sur Élise, ses griffes de pierre visant son cœur. Mais la mélancolique esquiva avec une agilité surprenante pour une créature de pierre. Autour d'eux, les autres chimères s'agitaient, certaines rejoignant le Strige, d'autres restant en retrait, hésitantes. « Amélie » cria Lucas qui soutenait Sophie. « Le rituel de libération. C'est notre seule chance. » Amélie sortit rapidement le parchemin que le père Michel leur avait donné. Ses mains tremblaient alors qu'elle commençait à réciter l'ancienne formule en latin, aspergeant le cercle de combat d'eau bénite. À chaque mot du rituel, le Strige semblait s'affaiblir, comme si les âmes qu'il avait absorbées cherchaient à s'échapper. Des fissures apparurent sur son corps de pierre, libérant des filaments de lumière. « Continue » encouragea Lucas, tandis que Sophie, bien que faible, joignait sa voix à celle d'Amélie, récitant les paroles du rituel. Élise la mélancolique profita de l'affaiblissement de son père pour l'immobiliser, ses bras de pierre enserrant le corps du démon. « Laisse partir ces âmes, père, dit-elle doucement. Trouve enfin la paix. »« Jamais, rugit le Strige, se débattant furieusement. Je préfère nous détruire tous. » Dans un dernier effort désespéré, il se jeta en arrière, entraînant Élise avec lui vers le bord de la galerie. Pendant un instant terrible, ils restèrent suspendus dans le vide puis ils basculèrent ensemble dans le vide, tombant du haut de Notre-Dame. Élise, hurla Amélie, se précipitant vers le bord. Mais ce qu'elle vit la figea de stupeur. Au lieu de s'écraser sur le parvis, les deux chimères semblaient se désagréger en plein vol, leur corps de pierre se transformant en une myriade de particules lumineuses qui s'élevèrent vers le ciel nocturne. Les âmes emprisonnées étaient enfin libérées. Autour d'eux, les autres chimères qui s'étaient animées retournaient lentement à leur immobilité, reprenant leur position séculaire de gardiens silencieux de Paris. La tempête commença à s'apaiser, les nuages se dissipant pour révéler un ciel étoilé. Et dans ce ciel, pendant un bref instant, Amélie crut voir la silhouette lumineuse d'une petite fille qui lui souriait avant de disparaître parmi les étoiles. À leurs pieds, la poupée céleste gisait, simple objet inanimé désormais, ses yeux de porcelaine ayant perdu leur éclat surnaturel. « C'est fini, » murmura Sophie, s'appuyant sur Lucas. « Elle est libre maintenant. » Amélie ramassa doucement la poupée, une larme coulant sur sa joue. « Adieu, Élise, » murmura-t-elle. « Repose en paix. » Le soleil se levait sur Paris, baignant la ville d'une lumière dorée après la tempête de la nuit. Sur le parvis de Notre-Dame, quelques touristes matinaux prenaient déjà des photos de la cathédrale, ignorant tout du drame qui s'y était joué quelques heures plus tôt. Amélie, Lucas et Sophie étaient assis sur un banc face à la Seine, épuisés mais soulagés. Le père Michel les avait rejoints après avoir reçu des soins pour sa blessure à la tête, qui s'était avérée superficielle. « Alors, c'est vraiment terminé ?» demanda Sophie, serrant un gobelet de café chaud entre ses mains pour chasser le froid qui semblait s'être installé jusqu'au fond de ses os. « Je le crois, » répondit le père Michel. « Les âmes emprisonnées ont été libérées. Le cycle est rompu. » Amélie regardait la poupée céleste, posée sur ses genoux. Elle semblait désormais si ordinaire, si inoffensive, juste une belle poupée ancienne sans la moindre trace de présence surnaturelle. « Que va-t-il arriver aux chimères maintenant ?» demanda Lucas. « Sont-elles toutes inanimées ?» Le père Michel sourit mystérieusement. « Qui peut le dire ? Les légendes ont souvent un fond de vérité. Peut-être que certaines gargouilles continueront de veiller sur Paris, à leur façon. » Élise a choisi de devenir une gardienne, murmura Amélie. Elle aurait pu simplement partir, être libérée complètement. Mais elle a choisi de fusionner avec la mélancolique. Un choix courageux, acquiesça le prêtre. Elle a transformé un destin qui lui avait été imposé en un choix personnel. C'est peut-être la plus grande forme de liberté. Sophie frissonna malgré le café chaud. Je n'oublierai jamais la sensation de sa présence en moi. C'était étrange, mais pas effrayant. Juste infiniment triste. Et maintenant, demanda Lucas. On retourne simplement à nos vies d'étudiants comme si rien ne s'était passé. Amélie sourit faiblement. Je ne crois pas qu'on puisse faire comme si rien ne s'était passé. Nous avons vu l'autre côté du voile. Ça change forcément quelque chose. Le père Michel hocha gravement la tête. Vous avez été témoin de choses que peu de gens peuvent imaginer. Cela vous marque ?
pour le meilleur ou pour le pire. Pour le meilleur, j'espère, dit Sophie. Je veux croire que tout cela avait un sens. Ils restèrent silencieux un moment, contemplant Notre-Dame qui se dressait, majestueuse et immuable, dans la lumière du matin. Sur ses tours, les chimères et les gargouilles reprenaient leur veille silencieuse sur la ville. « Que allez-vous faire de la poupée ?» demanda finalement le père Michel à Amélie. Elle caressa doucement les boucles noires de Céleste. « Je vais la garder, je crois. Comme un souvenir d'Élise. Pour que son histoire ne soit pas oubliée. » 3 mois plus tard, par un après-midi ensoleillé de février, Amélie se tenait devant une petite tombe au cimetière du Père Lachaise. Grâce aux recherches du Père Michel dans les archives paroissiales, ils avaient découvert que les parents d'Élise, après avoir quitté Paris, avaient néanmoins fait ériger une pierre tombale pour leur fille disparue. La tombe, simple et élégante, portait l'inscription « Élise Beaumont, 1877 à 1887, endormie trop tôt, mais jamais oubliée ». Amélie déposa un petit bouquet de violettes la couleur des yeux d'Élise et plaça délicatement Céleste contre la pierre tombale. La poupée, qu'elle avait soigneusement restaurée, portait maintenant une nouvelle robe de velours bleu nuit, cousue par Amélie elle-même. « Je ne sais pas si tu peux m'entendre, Élise, murmura-t-elle. Mais je voulais te dire que nous n'avons pas oublié. Et que nous regardons les gargouilles différemment maintenant. » En effet, depuis cette nuit fatidique, Amélie, Lucas et Sophie avaient développé une fascination pour les gardiens de pierre de Paris. Ils avaient commencé à documenter toutes les gargouilles et chimères de la ville, pas seulement celles de Notre-Dame, créant un blog qui attirait déjà l'attention des passionnés d'histoire et de folklore urbain. Lucas avait réorienté sa thèse vers l'étude des croyances populaires concernant les gardiens de pierre à travers l'Europe, tandis que Sophie, profondément marquée par son expérience de « vaisseau », s'était tournée vers l'étude des phénomènes de possession dans différentes cultures. Quant au père Michel, il continuait de veiller sur Notre-Dame, gardant un œil particulièrement attentif sur la mélancolique. Il jurait parfois, les soirs de pleine lune, avoir vu la chimère sourire. Amélie s'attarda encore un moment devant la tombe, puis se dirigea vers la sortie du cimetière où Lucas l'attendait. Ensemble, ils marchèrent vers Notre-Dame, comme ils le faisaient souvent depuis cette nuit. Sur la galerie des chimères, invisible aux yeux des touristes en contrebas, la mélancolique veillait. Son visage de pierre, qui avait autrefois exprimé une tristesse infinie, portait désormais une expression sereine. Et parfois, quand le soleil se couchait sur Paris, ceux qui savaient où regarder pouvaient apercevoir une lueur bleutée dans ses yeux de pierre, le signe qu'Élise Beaumont continuait de protéger la ville qu'elle avait choisi de ne jamais quitter. Car certains gardiens ne dorment jamais vraiment. Ils attendent, patients et vigilants, veillant sur les vivants depuis les hauteurs de pierre où ils ont choisi de demeurer. Et si, par une nuit d'Halloween particulièrement sombre, vous passez près de Notre-Dame et levez les yeux vers les tours, peut-être apercevrez-vous une silhouette ailée se déplacer furtivement contre le ciel étoilé, rappel silencieux que, dans la ville lumière, certaines ombres protègent plutôt qu'elles ne menacent.